en Russie. Parmi eux se trouve Ilitch Ulyanov, qui prendra le surnom de Lénine, ici avec une perruque sur une photo d'identité truquée. Militant depuis 1895, il s'est enfui à l'étranger pour échapper à la police impériale. Car on ne compte plus les arrestations préventives, les déportations et même les exécutions sans jugement déclenchées par les décrets du tsar sur la sécurité renforcée. Parmi les prisonniers, une figure deviendra célèbre. Joseph Diougachvili, dit Staline, l'homme de fer qui se bat déjà aux côtés de Lénine. Staline est originaire de Géorgie. C'est des régions industrielles que vont partir les premiers mouvements insurrectionnels qui seront la répétition de la future révolution d'octobre. Des grèves éclatent à Bakou fin 1904, puis dans tout le pays, bientôt suivies par les manifestations du 9 janvier 1905 à Saint-Pétersbourg. Plusieurs milliers d'ouvriers marchent pacifiquement sur le palais d'hiver pour présenter une pétition au tsar. Ils demandent l'amélioration des conditions de travail ainsi que des droits civiques et politiques. Les trouvent plusieurs milliers de blessés. Nicolas II ne voit pas venir le danger. Il est surtout préoccupé par la guerre qu'il mène contre le Japon, guerre qui a d'abord déclenché un élan de patriotisme dans le pays, vite retombé après la défaite et l'écrasement de la flotte en mai 1905. Tous les navires russes sont détruits à Port Arthur. Le tsar est obligé de signer une paix humiliante. C'est la première fois dans l'histoire qu'une grande puissance est tenue en échec par un peuple qui n'est pas de race blanche. Et c'est le signal d'une deuxième crise dans le pays. Et de marine, surtout composée d'ouvriers, la révolte gronde. La plus célèbre mutinerie restera celle du cuirassé Potemkin. Une centaine d'autres éclatent, de Kronstadt à Sébastopol. Tout le pays est au bord de l'insurrection et à Saint-Pétersbourg, on forme le premier conseil d'ouvriers, le Soviet. Le président de ce soviet sera le troisième grand personnage de la Révolution, Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotsky. Pour stopper la vague de contestation, Nicolas II, dans un premier temps, réprime et dissout le soviet. Dans un deuxième temps, il fait des concessions en rappelant le ministre Witte, qui crée une assemblée constituante, la Douma, sur le modèle français de 1789. La Douma symbolise la fin de l'absolutisme en Russie, même si sa composition encore très conservatrice permet au tsar d'en garder le contrôle, au moins au début. Deux partis politiques se forment en 1905, l'Union, plutôt conservateur, et le Parti constitutionnel démocrate, les Cadets, animés par Milioukov, plus radical. Noyé dans ces conflits internes, la Douma échoue et le nouveau Premier ministre, Stolypine, en profite pour mener une politique plus brutale. Pour régler le problème paysan, il tente de créer une classe intermédiaire de propriétaires, les koulaks, paysans aisés sur lesquels il s'appuie pour mener son programme. C'est un nouvel échec et Stolypine, haï par tous, est assassiné en 1911. En France et en Angleterre, chez des centaines de milliers d'épargnants. Ce sont les fameux emprunts russes qui seront négociés en échange de la triple alliance militaire entre Paris, Londres et Saint-Pétersbourg. Lénine, toujours exilé, dénonce violemment ces pratiques liées au capitalisme international. Il lance les bases de ce que sera la révolution dans les termes suivants. Le peuple russe, conduit par le parti bolchevique, renversera le capitalisme, puis construira une société nouvelle appelée socialisme, qui préparera au communisme en ouvrant la marche au reste de l'humanité. Il crée un journal clandestin, la Pravda, qui appelle le prolétariat à se soulever avec les paysans et diffuse ses nouvelles idées au sein de la classe ouvrière.
Lénine et ses amis ont tiré les leçons de l'échec du mouvement spontané de 1905 et croient maintenant en une révolution organisée. À partir de 1912, la Russie connaît à nouveau une vague d'agitation. Ce sont d'abord les grèves des chantiers de la Léna, durement réprimées. Les responsables sont condamnés à mort et pendus. Puis Nicolas II reprend toutes les conquêtes libérales concédées après 1905 en ignorant l'effervescence sociale qui se généralise. Quand la cour impériale fête en 1913 le tricentenaire de la dynastie des Romanov, seuls quelques membres de l'entourage du tsar sont conscients de l'extrême gravité de la situation. La cour s'étourdit dans d'interminables parties de campagne sur les bords de la mer Noire. L'empereur s'amuse, mais la fin est proche. Ce n'est pas tout. Un aventurier à la vie dissolue va exacerber l'opposition à Nicolas II. Un moine, Raspoutine, envoûte littéralement l'impératrice en prétendant guérir son fils atteint d'hémophilie. Raspoutine, entouré d'une bande d'affairistes installés à la cour, achève de discréditer la famille impériale dans l'opinion publique. En 1914, les conditions de travail de la classe ouvrière sont tellement désastreuses que de gigantesques grèves se déclenchent, notamment à Bakou. Il y a plus de 2 millions de grévistes et le glas du régime n'est pas loin de sonner. 28 juin 1914, un télégramme d'agence annonce l'assassinat du prince héritier d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand, et de son épouse dans la ville de Sarajevo. À partir du problème des Balkans, toute l'Europe va s'embraser. L'Allemagne alliée à l'Autriche a franchi ses frontières pour s'installer dans les zones fertiles des Balkans. L'Allemagne a atteint la Turquie. Sur mer, elle harcèle la France et la Grande-Bretagne. Pour la Russie de Nicolas II aux abois, toutes les raisons sont bonnes pour déclencher les hostilités, avant même que les autres capitales n'aient bougé. Nous sommes en juillet 1914. Dans toute la Russie, on salue les soldats qui partent. Le tsar compte sur la guerre pour étouffer la révolution qui couve. L'unanimité du sentiment national fait oublier les manifestations pacifistes. Même l'intelligentsia se laisse gagner par cet élan patriotique. Le tsar est également pressé par un état-major mal préparé qui s'avère incapable d'organiser la mobilisation. Yudenich et Kolchak jettent dans la bataille toutes les forces vives du pays. Ouvriers et paysans partent vers un immense front de plus de 1500 km. Dès le mois d'août, la catastrophe de Tannenberg annonce les désastres qui suivront. Les défaites se succèdent en 1915. Les 14 millions de soldats qui constituent les effectifs ne suffisent pas à compenser un encadrement catastrophique et un sous-équipement en armes. Venu Petrograd, Raspoutine est abattu par le prince Yusupov, membre de la cour qui espère encore sauver la couronne. Population dans les rues. Les manifestations se multiplient. À tout moment, les émeutes de la faim peuvent tourner à la tragédie. Le dimanche 26 février, à Petrograd, où un cortège composé de femmes et de grévistes marchant sur la Douma se heurte au régiment de la garde à qui on ordonne d'ouvrir le feu. Dès le lendemain, les soldats quittent leur caserne, pactisent avec la foule et rejoignent les émeutiers. Petrograd, 170 000 hommes,
basculent du côté de l'insurrection et abattent de nombreux officiers restés fidèles au tsar. Le 1er mars, sous la pression des événements, un gouvernement provisoire est formé, présidé par le prince Lvov. À ses côtés, on trouve Milioukov, social-démocrate, et un seul socialiste, modéré, Kerensky, ministre de la Justice. En même temps, se constitue un pouvoir parallèle, issu du soviet de Petrograd. Les amis de Lénine y sont minoritaires, à côté des socialistes majoritaires. Le 2 mars au matin, 2 délégués de la Douma, Goutchkov et Choulgine, se présentent devant le tsar. Nicolas II abdique après avoir tenté de transmettre la couronne à son frère. Le grand-duc Michel refuse et laisse au gouvernement provisoire la totalité du pouvoir. C'est la fin des Romanov. La Russie devient une république de fait. Le pays explose de joie et dans les rues, les symboles de l'Empire sont abattus. Les opposants politiques qui avaient été arrêtés sont libérés et remplacés dans les prisons par les miliciens de Nicolas II. Les scènes de pillage se multiplient. Pour rétablir l'ordre, une nouvelle police est créée, essentiellement composée de volontaires. Au printemps 17, Lénine retourne en Russie, aidé par les Allemands qui cherchent par tous les moyens, y compris en favorisant le retour d'un militant pacifiste ennemi, à se désengager du front de l'Est. Cette aide va jusqu'à fournir à Lénine le célèbre wagon blindé dans lequel il voyagera avec une cinquantaine d'exilés. Pour aller de Suisse en Russie en cette période de guerre, il sera obligé de passer par la Suède et la Finlande. Lénine arrive à Petrograd un mois après la chute de la monarchie. Quelques jours plus tard, arrive à son tour Léon Trotsky depuis son exil américain. Lénine impose immédiatement ses thèses d'avril, résumées dans le slogan « Pain, paix, liberté ». La totalité des bolcheviks le rejoignent et ces thèses deviennent le programme officiel du parti. Lénine lance à travers le pays des agitateurs professionnels qui vont distribuer partout des tracts, relayés par la presse et déjà la radio. Malgré cette action spectaculaire, les bolcheviks restent encore minoritaires dans le pays. Une note du ministre Milioukov, intitulée « La guerre jusqu'au bout », se trouve alors malencontreusement divulguée par la presse. En fait, elle était secrètement destinée aux Alliés pour leur garantir le soutien de l'armée russe. Cette note provoque un scandale à l'intérieur du Soviet et déclenche dans le pays une vague de protestations sans précédent. On descend à nouveau dans la rue. Les soldats et les ouvriers sont armés. Ils brandissent des banderoles réclamant le retour à la paix. On tire des deux côtés, il y a des blessés. L'opposition à la guerre grandit dans l'armée. Le 1er régiment de mitrailleurs appelle à l'émeute dans la capitale. Le 3 juillet 1917, une fusillade éclate. Elle fait 400 morts. Le lendemain, les manifestants, rejoints par les marins de Kronstadt, se pressent devant le siège du gouvernement et réclament tout le pouvoir aux soviets. Des régiments fidèles aux socialistes vont sauver la situation. La répression sera terrible.
Lénine et Zinoviev décident de fuir en Finlande. Kamenev et Trotsky sont emprisonnés. À partir de cet échec, Lénine comprend qu'il n'a plus le choix. De son exil, il annonce une nouvelle stratégie, l'insurrection armée. Pour la première fois, il appelle à l'émeute les paysans comme les ouvriers. Après les événements de juillet, le gouvernement est remanié. Mais le nouveau président de la coalition, Kerensky, se trouve aussitôt confronté au général Kornilov et à la droite, qui organise un putsch destiné à lutter contre l'anarchie dans l'armée et à établir un pouvoir fort face à une situation militaire catastrophique. Kerensky arme les bolcheviks pour stopper Kornilov. Erreur fatale, car désormais plus rien ne les arrêtera dans la conquête du pouvoir. Wo sind wir? Wir sind links. Jagd ist rechts. Wo sind wir?